J'ai été refusé de 20 maisons d'édition et je me suis dit je vais faire comme les Américains, je vais mettre un PDF en ligne à 15 €. À l'époque j'ai quasiment gagné 1 million sur cet e-book et je me suis pris pour un génie parce que ce succès tout d'un coup faisait de moi quelqu'un de génial. Un réel que j'ai fait il y a un an ne marcherait pas aujourd'hui parce que la population est montée en conscience et elle a d'autres problèmes, des problèmes qui sont dus à la saisonnalité et aussi parce que la population progresse. J'ai le même salaire aujourd'hui que celui que j'avais il y a 15 ans. Toute cette machine qui permet au passage de faire vivre du coup, pas mal de gens dans cette équation me rapportent le même salaire. Le seul gain là-dedans, c'est d'avoir du temps. Salut, c'est Antoine. À la fin de tous les épisodes, chaque invité partage un coup de cœur. Ça peut être un livre, un outil, un créateur ou n'importe quoi qui les a touchés. J'ai réalisé que tous ces coups de cœur représentaient une vraie mine d'or. Alors je t'ai préparé une fiche qui les rassemble tous, classés par épisode, avec un lien vers chacun d'entre eux. Cette fiche, tu peux la télécharger gratuitement en cliquant sur le premier lien en description ou en te rendant sur yumpodcast.com. Je te laisse cliquer juste en dessous pour recevoir ta fiche et je te souhaite une excellente écoute. Et ben aujourd'hui on reçoit Antoine Pétavin. C'est un plaisir parce qu'Antoine c'est un ami. On se connaît depuis 2014, ça fait un bout de temps, ouais. Antoine, t'es entrepreneur depuis 15 ans. En 2006, t'écris Casé en une semaine, l'e-book selon toi le plus téléchargé et vendu de France. C'est quand même dingue. En 2009, tu lances Je récupère mon ex.com qui devient numéro 1 sur la reconquête amoureuse et qui tourne encore aujourd'hui, 15 ans plus tard. Et on s'est rencontrés en 2014, faut que je raconte un peu l'histoire parce que c'est une belle histoire, je trouve. À l'époque, j'enchaînais les stages un peu pourris, j'étais encore étudiant et il fallait que je trouve une alternance pour pouvoir financer mes études. Et t'es venu me voir parce que j'avais mon petit blog à l'époque qui s'appelait Masterblog, mon petit blog sur pour les créateurs de contenu. T'es venu me voir, t'as pris rendez-vous avec moi. Je me souviens, j'étais en méga gueule de bois ce jour-là, c'était l'enfer. Mais je suis quand même venu. Et tu m'as dit, viens, je bosse dans un coworking qui est géré par un pote à moi qui est entrepreneur et qui cherche un mec en alternance. Et donc 2 jours plus tard, je suis venu faire un entretien avec lui, il m'a pris et donc on a bossé dans le même coworking pendant 1 an. Et je me souviens très bien d'une petite anecdote qui fait que t'as pu m'aider dans mon parcours entrepreneurial. C'est que moi j'étais encore très incertain, j'étais pas sûr de ce que je faisais, etc. Mais j'avais le désir vraiment d'être entrepreneur, de vendre des formations, tout ça. Et un jour, tu me fais un virement PayPal de 200 € sans me prévenir. Je vois la notif 200 €, t'es juste à côté, tu vois, t'es vraiment dans la même pièce que moi et je me dis mais qu'est-ce qu'il fout ? Et tu me dis tiens, je viens de t'envoyer 200 €, viens, on monte à l'étage et tu me donnes des idées d'email, à envoyer à mon audience. C'est toi le king pour ça, tu viens m'aider. Et donc je suis monté, on a pris 20 minutes, je t'ai donné quelques idées et c'était la première fois en fait que quelqu'un me payait autant pour mon temps. Voilà, moi j'avais l'habitude de faire des petits stages payés 10 € de l'heure et ça m'a marqué et ça a contribué, on va dire, à me donner confiance. Et le fait aussi de te côtoyer et de côtoyer les autres membres du coworking qui étaient des entrepreneurs vraiment accomplis, ça m'a beaucoup aidé. Donc je suis content de te recevoir aujourd'hui. Avec plaisir. Et cette histoire me fait rappeler que ce que je dis sur toi est complètement faux. Parce que ce que je raconte sur toi, c'est que t'étais mon stagiaire, alors qu'en fait, pas du tout. Quel escroc. Mais attends, déjà je redécouvre que c'était une escroquerie de dire ça. Mais la deuxième phrase que je dis, c'est que t'étais mon stagiaire, mais t'étais tellement plus malin que moi que t'as beaucoup mieux réussi que moi et surtout beaucoup plus jeune. Et à chaque fois, je finis par ça, je dis, ce mec a tout. Il est jeune, il est beau, il est tellement intelligent et je l'admire beaucoup. Et donc, je commence sur un mensonge, mais ça finit par quelque chose de positif à chaque fois. Ouais, en tout cas, pour les gens qui sont au début de leur parcours, le fait de s'entourer d'entrepreneurs accomplis, ça permet de vulgariser le succès ou de normaliser le succès et ça aide, c'est un coup de boost au mental énorme. Mais je réalise que les gens qui réussissent, moi c'est le cas à 100%. J'ai des gens qui viennent parfois de très loin pour me voir. Là j'ai des gens du Canada qui viennent la semaine prochaine. N'importe, j'en ai qui sont venus de l'île Maurice, etc. Je remarque que c'est ceux qui viennent voir en vrai, c'est ceux qui c'est affreux, c'est dur. On pourrait se dire, à une époque du numérique, il suffirait juste de faire un Skype, un Zoom, un WhatsApp en vidéo, et ça irait. Sauf qu'en réalité, les gens qui marchent, c'est ceux qui ont pris cette énergie d'aller prendre un ticket d'avion, de se déplacer pour te rencontrer. Et en réalité, la plupart des entrepreneurs t'accueillent avec grand plaisir. Tu peux les dîner avec eux, tu peux papoter avec eux. Et ceux qui marchent sont ceux qui sont allés voir sur le terrain, à poser les bonnes questions. Parfois même, certains me disent, j'ai même pas de questions, je voudrais juste voir comment ça se passe à peu près. Qu'après ça, la discussion démarre et que t'as un truc qui est phénoménal qui se passe ensuite. Mais bien évidemment, aller rencontrer, ça change tout à ton business et à ta vie. Allez voir Pétavin.
Ça change les en même vies. temps, j'étais en train de réaliser que les gens allaient débarquer Ça chez change moi. les vies. Tu vas avoir 15 personnes devant ta porte demain matin. Prépare-toi. J'ai fait un truc ils disent insane je sais même pas comment on dit en français, le mec qui bosse trop en anglais. Et j'ai fait un truc, j'ai fait une expérience de vie dans laquelle je suis aujourd'hui. Je réalise que je suis en train de niquer l'interview en même temps que je fais ça. Le fil des questions. J'ai fait une expérience de fou. Je me suis dit, je vais organiser pendant 30 soirs de suite, je vais aller dîner avec une personne chaque soir. Donc les gens payent un certain montant d'argent. Et d'une part, c'est super intéressant. D'une autre part, tu rentabilises ton dîner. Parce qu'à la base, lorsque tu dînes, c'est gratuit. Enfin, c'est pas que c'est de la perte de temps, mais tu l'optimises pas. Là, tu peux optimiser ton temps en dînant avec quelqu'un qui te paye pour ça et pour rencontrer des gens. Et c'est des rencontres qui sont aussi intéressantes pour moi que pour les autres. Comment tu faisais pour trouver toutes ces personnes avec qui dîner? J'en ai parlé sur ma mailing list. Sur Venez, on dîne ensemble, voici les prix, et on fera ça en tête à tête. Et je cuisine pour vous. J'ai une espèce de théorie de la thérapie par le fait de cuisiner ensemble. Donc on cuisine ensemble, on découpe des machins, des oignons, des carottes, je sais pas, tout ce qu'on peut cuisiner. On trouve une recette ensemble, on cuisine, et on parle pendant quelques heures ensemble. C'est super format. J'avais juste pas réalisé que au bout de 20, là ça fait 27 jours là, il y a une espèce de fatigue qui fait que tu te reposes pas en fait. Tu peux pas vraiment amortir ton temps de dîner à 100%. Je pense qu'on a beaucoup de coachs qui nous écoutent et on va parler justement de comment grossir en tant que coach et comment scaler en tant que coach. Juste avant, tu t'es lancé super tôt quand même. Ton premier e-book, c'est quoi, en 2009 En 2006. Attends, en 2006, le premier e-book. À une époque où c'était pas commun. Mais oui, c'est ça. Aujourd'hui, tu parles d'e-book, c'est ringard, mais à l'époque, c'était, enfin, c'est pas ringard, personne faisait ça encore. Comment t'as eu cette idée-là? T'as regardé ce que faisaient les Américains, tu l'as importé ou... En fait, c'était pire que ça. J'ai été refusé de 20 maisons d'édition et je me suis dit, je vais faire comme les Américains, je vais mettre un PDF en ligne à 15 €. Je vais en vendre 7. Ça me paiera. J'aurais pas perdu mon temps, ça me paiera au moins un bon dîner quelque part. À l'époque, j'étais à Paris et il s'avérait que j'en ai vendu 1000 le premier mois, donc 1000 x 15 000 €, ce qui était fou. J'ai renvoyé la même lettre aux 20 éditeurs en leur disant voilà, j'en ai vendu tout seul. J'ai mis la même lettre avec juste un paragraphe en plus. J'en ai vendu tout seul 1000. Bien évidemment, les 20 tout d'un coup étaient super motivés pour me rencontrer. Et ça a démarré comme ça. Ouais. Comment, juste par curiosité, t'avais déjà une audience à ce moment-là? Comment tu l'as vendu le e-book? Je suis tellement vieux, je suis un dinosaure. Je viens d'un monde où tu pouvais poser ta page dans Yahoo à l'époque. Il y avait des rubriques. Même dans Google, tu avais aussi des rubriques. Et tu avais genre, je sais pas, dans recettes de cuisine, tu avais 3 sites quoi. Et tu mettais le tien, là en l'occurrence c'était dans Conseil de vie, t'avais des annuaires. T'as mis ton e-book dans les annuaires. Dans les annuaires. Mais on était 3 dessus, quoi. J'étais le 4e dans Conseil de vie, tu vois. Trop fort. Est-ce que ça a été un déclic pour toi de te dire, ok, je peux faire de l'argent qui est décorrélé de mon temps, je peux gagner ma vie sans forcément avoir à vendre mon temps comme c'était le cas avant? Il y a eu 2 bonnes leçons, une bonne et une un peu moins bonne. La première leçon, ça a été que tu peux tout seul sortir d'un système. J'étais salarié comme plein, tu peux sortir d'un système et tu peux trouver une bonne idée qui fait que tu peux devenir, tu peux décorréler comme tu dis, ton temps de l'argent que tu gagnes. C'est génial. La deuxième leçon qui était moins bonne, c'est que je me suis pris pour un génie d'avoir réussi. À l'époque, j'ai quasiment gagné 1 million sur cet e-book. Imagine, 1 million sur un PDF, un truc qui était fou. Enfin, même 1,2 million, je crois. Et je me suis pris pour un génie parce que ce succès, tout d'un coup, faisait de moi quelqu'un de génial. Les gens me reconnaissaient, j'avais beaucoup d'argent, etc. Sans réaliser, j'étais très jeune, hein, j'avais, je sais pas quoi, 25, 27, sans réaliser qu'en fait, tu pouvais aussi, à ton deuxième e-book, ne faire que 700 €. C'est ce qui s'est passé. 1,2 million le premier, 700 € le second. Ce qui te ramène à la réalité. Et ce qui finalement représente assez bien ma vie depuis toutes ces années, c'est que tu peux enchaîner de très bonnes années avec des très mauvaises et toujours voir ça de manière très, très humble, se dire, ça arrive. Ça reste assez compliqué de pas en faire une généralité. T'es mauvais, c'est pas pour autant que demain tu seras pas excellent. Mais demain au sens propre, en fait, réellement. Admettons qu'on soit mercredi, demain jeudi, tu peux sortir un truc qui cartonne. Ou tout d'un coup ne plus rien trouver. Un peu comme un artiste pour avoir beaucoup de succès avec ses chansons, et d'un coup plus rien. Et puis d'un coup ça revient dessus. Donc il y a non seulement l'idée que tu peux échouer ou réussir, ce qui ne fait pas ta valeur intrinsèque. Ouais. La deuxième, c'est que tu es aussi probablement obligé de te mettre dans certaines conditions de vie pour réussir à rester excellent. La plupart des bons musiciens ou des chanteurs qui ont cartonné ont écrit leurs textes lorsqu'ils étaient en rupture amoureuse, tu vois. Je crois que c'est Baudelaire qui a écrit tous ses livres entre 17 et 21 ans. Corrigez-moi si c'est faux. Et je crois qu'à 21 ans, sa rupture amoureuse était finie. Il n'a plus jamais rien écrit de sa vie après.
Et parfois, je pense que dans le processus créatif, tu es aussi forcé de te mettre dans ce genre de chemin de vie qui est peut-être moins sécure. Recevoir 30 personnes chez moi, par exemple, est quelque chose qui n'est pas sécurisant. C'est marrant parce que les gens peuvent penser l'inverse. Ils viennent chez moi, ils peuvent penser que, je sais pas, c'est moi le mec bizarre ou le prédateur bizarre. Sauf qu'en réalité, tu te mets en sécurité de faire venir des gens chez toi, dans l'intimité de ta maison, de les écouter, d'avoir parfois des belles rencontres, parfois qui t'intéressent un petit peu moins. Et que du coup, je retrouve un processus. J'ai jamais eu autant de succès dans mes vidéos YouTube que depuis que j'ai des gens chez moi tous les soirs à dîner. Donc j'arrive à retrouver ce processus créatif. Alors, quelle était la question initiale? Félix, rappelle-nous. Ben, je l'ai oublié. Je peux reprendre. Quelle est la leçon de lancer un e-book? Mettre dans un processus créatif. C'est ça la fin de l'histoire. T'as créé un empire du coaching aujourd'hui. On a beaucoup de coachs qui nous écoutent et qui souvent se demandent est-ce que je dois faire passer de je suis coach à créer une entreprise de coaching. T'as vécu les deux aujourd'hui avec le recul. Qu'est-ce que tu dirais à justement un coach qui se pose ces questions-là? Il y a quelque chose d'assez étonnant. Alors je resitue le contexte. Je me lance en coach tout seul il y a 15 ans de ça. Et au bout d'un moment, je me dis pour grossir, le truc classique, hein, pour grossir, pour que ça fonctionne mieux, il faut des équipes, il faut une personne qui gère le montage de tes vidéos, il te faut une assistante, il te faut un associé qui va gérer la partie ressources humaines de l'entreprise, etc. Parce que c'est la seule manière de progresser et de grossir. Et pour être honnête, je pensais que ça me prendrait 6 mois, ça a pris 15 ans. 15 ans pour que le système soit rodé, pour qu'il y ait des bons éléments dans l'entreprise, pour que les process soient bons, parce que finalement, grossir prend du temps. Même un mauvais recrutement prend du temps. Déjà, tu dois faire passer des tonnes d'entretien, réaliser que c'est pas la bonne personne, la changer après, etc. Et il m'aura fallu beaucoup de temps pour arriver à avoir une équipe qui soit stable. Et le constat le plus bizarre là-dedans, le plus étonnant, c'est que j'ai le même salaire aujourd'hui que celui que j'avais il y a 15 ans. C'est-à-dire que tout ceci, toute cette machine qui permet au passage de faire vivre du coup pas mal de gens dans cette équation, me rapporte le même salaire. Avec une seule différence, c'est que j'ai gagné du temps. Je gagne du temps. Mais dans mes journées, il y a des équipes qui s'occupent de ça pour moi. Mais le seul gain là-dedans, c'est d'avoir du temps pour un salaire égal. Aujourd'hui, tu peux sortir de ton business et ça continue à tourner? Et ça marcherait sans moi, ouais, c'est ça. Et aussi, pour tous ceux qui se disent, tiens, est-ce qu'il faut créer un empire, etc. La réponse est peut-être que oui, si c'est ce que tu kiffes. En réalité, peut-être que non, si c'est pas quelque chose que t'aimes pas. On aurait pu aussi imaginer une autre possibilité où j'aurais, admettons, pas créé d'équipe. Et où j'aurais bossé seul, et où j'aurais bêtement monté mes prix, en fait, tout seul. Et peut-être que, si ça se trouve, alors c'est pas que je bosserai plus, mais je bosserai peut-être pareil ou peut-être un peu moins, avec beaucoup plus de salaire. Parce que le temps que tu investis à créer tes équipes, tes process, etc., c'est forcément du temps où toi-même tu progresses pas, toi-même, en interne. Et du coup, j'ai créé une autre structure où je suis seul. Et c'est une autre structure où je peux faire du coaching tout seul et où je retrouve où j'ai une meilleure connexion à mes clients. Là où quand tu industrialises, tu perds un peu aussi cette connexion. Et cette expérience, je pense qu'au final, industrialiser, faire un empire, prendre plein de gens dans son équipe, reste intéressant si tu en as l'envie. Mais pas forcément, c'est pas forcément quelque chose qui peut être quantifiable au sens temps ou argent. Si tu en as envie, si tu kiffes ça, fais-le. Si t'as pas envie, reste seul. Tu peux devenir tout autant riche, célèbre, heureux, tout seul. C'est la chance vrai que du web. Souvent, les gens le font, passent en mode empire, pas pour les bonnes raisons. Certains se disent, c'est pas parce qu'ils en ont envie, mais parce qu'ils se disent que c'est la voie qui est obligatoire, que maintenant il faut être sérieux. Maintenant que j'ai réussi ça, c'est quoi la next step? Et il y a un peu une peur existentielle, et donc il faut aller étape au-dessus. Et merci de partager ce retour. Et ouais, puis même socialement, puis même c'est la leçon que tu regardes autour de toi. Tous les gens qui réussissent ont créé des empires, etc. Donc je veux faire pareil. Sauf qu'en réalité, s'ils ont réussi, oui et non, comment est-ce que tu le quantifies? Est-ce qu'ils sont heureux ou pas dans l'équation? Comment ça se passe pour eux dans leur vie, etc. Tu peux aussi voir des gens qui ont créé des empires, qui ont aussi perdu leur femme, leur mari, qui ont divorcé, qui sont déconnectés de leurs enfants. On a cette chance aujourd'hui de ne pas nécessairement devoir passer par la case création d'empire, ce qui veut dire masse salariale au final, si on traduit, et de pouvoir être heureux seul dans son truc.
Et dans ma deuxième structure, j'ai un espèce d'immense bonheur à me dire le matin, je vais lancer quelque chose, j'ai pas besoin de consulter des équipes, je vais juste le faire tout seul en fait, et je serai heureux. Et dans d'autres domaines, alors ce conseil-là s'applique dans plein d'autres domaines. Tu peux être par exemple avocat et voir que un avocat peut créer un empire ou de grosses équipes autour de lui, monter en chiffre d'affaires de manière gigantesque, sauf que son salaire reste globalement le même. Avec peut-être même à la fin, il va peut-être faire moins de tâches qu'il aime bien. Si l'avocat aimait, je sais pas, plaider, etc., et être heureux, d'un coup il se retrouve à faire de la gestion d'équipe et à plus plaider. C'est des autres qui vont faire ça à sa place. Moi, ça me parle beaucoup ce que tu dis. Moi, je suis fasciné par les gens qui arrivent à avoir de l'impact en restant seul ou en tout petit comité. Ah ouais, pareil. Il y a notamment, je suis beaucoup quelques auteurs américains, tu vois, Tim Ferriss, Mark Manson, Ryan Holiday, qui fonctionnent avec des équipes très réduites et qui arrivent à avoir un impact culturel très fort grâce à leurs livres et grâce à leur contenu. Je pense à Casey Neistat aussi, qui a fait toutes ses vidéos tout seul, tous les mois. Ouais. Il la faisait pendant la journée, il l'a monté pendant la nuit, il l'a publié le lendemain. 1 million de vues par jour, par vidéo, pendant des années. Et bon, il a fini en burn-out. Hein. Je dis pas que c'est le modèle à suivre. Mais il y a un côté fascinant quand même de se dire que un mec comme Casey Neistat, d'un côté, il a créé une startup qui n'a pas marché, qui était Beam, c'était son réseau social un peu concurrent de Snapchat. Il était là en fait, le côté empire. Il avait créé une équipe avec une trentaine de personnes, etc. Ça a pas marché, ça lui a pas empêché de devenir riche parce qu'il a vendu à CNN pour je sais pas quelque chose comme 40 millions. Donc c'est ce qui lui a marché. Donc ça a marché, mais tout en étant dans l'échec. C'est-à-dire que CNN a racheté l'équipe. CNN n'a pas racheté le produit. Le produit était un échec. Mais en soi, si on peut voir les choses autrement et dire que Casey Neistat, aujourd'hui, il est connu et reconnu et il a une influence culturelle, pas via sa startup qui l'a rendu riche, mais via sa chaîne YouTube. Où il était seul. Et via ses créations où il était seul. Donc il y a différents pôles, tu vois. Il y a l'impact culturel, il y a l'argent et il y a la quantité de personnes que tu veux avoir dans ta boîte. Et donc je trouve ça intéressant, tu vois, d'étudier aussi les gens qui arrivent à avoir beaucoup d'impact en étant peu nombreux ou en étant seuls. Ça veut pas dire qu'en effet que ça va suffire, quoi. Mais j'ai rencontré la semaine dernière un homme qui était pâtissier à la base. Faut pas que je donne trop d'infos parce que ça se trouve ce que je vais raconter est peut-être en plus faux. C'est juste mon biais, ma façon de le voir. Pâtissier à la base avec une seule pâtisserie. Une seule. Excellent dans ce qu'il fait, etc. Et il voit l'empire. Il se dit, je vais faire un truc gigantesque. Et plutôt que de bosser, de me lever tout seul le matin comme un débile je sais pas à quelle heure cela peut se lever un pâtissier, j'imagine très tôt, la main dans la farine, etc. Je vais créer une chaîne de pâtisserie qui en plus est très connue aujourd'hui. Et donc, il lance réellement, on parle entre 5 et 10 nouvelles pâtisseries par an. Et il crée ça. Et lui s'éclate dedans. Parce que finalement, il aime la pâtisserie, mais pas de là non plus être fan absolu de ça. Il préfère encore plus la gestion d'équipe et la gestion un peu comme un Monopoly des cases. C'est-à-dire que la pâtisserie ne lui manque pas tant que ça au final. Donc, dans ce cas-là, il avait le bon profil pour créer ce fameux empire, pour avoir son argent et pour faire ce qu'il aime vraiment. Mais on en revient finalement toujours à ça. C'est sois guidé par tes envies, par ce que tu aimes faire et ne pense pas que c'est l'empire. Ne va pas juste sur l'empire en te disant je vais être beaucoup plus riche et je serai beaucoup plus heureux, ce qui sera probablement qui a très peu de lien de cause à effet finalement. La corrélation elle sera très faible. Après ça peut être une association, tu vois, entre un gars qui a une personnalité un peu artisanale où lui il a envie de rester dans les opérations du quotidien parce que c'est ça qui l'a amené là au départ et c'est ça qu'il aime le plus, qui s'associe avec quelqu'un qui est bon dans les process et qui peut faire x10 avec la boîte. Moi, un duo que j'aime beaucoup, bon évidemment c'est une autre échelle, mais c'est Steve Jobs et Tim Cook. Où, Steve Jobs c'était l'artisan de la boîte, il était dans les produits, il s'intéressait à chaque détail de ses produits. Tim Cook s'est jamais tellement intéressé aux produits, c'était le gars qui sait faire x10, qui sait optimiser toutes les opérations, qui sait gérer les équipes, etc. Et Steve Jobs a eu l'intelligence de se dire quand il est arrivé à la fin, ok, j'ai initié la machine avec l'artisanat en créant des produits extraordinaires, mais maintenant on a besoin en fait maintenant de quelqu'un comme Tim Cook pour emmener le truc, pour élargir, pour s'installer, pour se positionner, pour durer longtemps. Et je pense que il faut avoir l'intelligence quand on est un artisan de comprendre que évidemment l'artisanat et le produit est fondamental, mais que nous tout seuls ça suffira pas pour l'emmener vraiment loin. Et il faut avoir l'intelligence d'aller chercher les gens qui vont nous aider à faire ça si nous on n'a pas la psychologie pour le faire. Moi je pense que j'ai pas la psychologie pour manager des tonnes d'équipes et pour faire
voilà, et pour rentrer dans les opérations larges. Mais je pense que, et c'est ce qu'on essaie aussi de faire avec Félix, avec La Forge, qu'on peut emmener le truc beaucoup plus loin en essayant d'accélérer et d'amplifier en fait ce que fait le créatif, tu vois. Pour moi, elle sert à ça, l'équipe. Tu vas avoir une petite équipe qui va te servir à amplifier ce que tu fais en tant que créatif. Et comme ça, tu as le meilleur des deux mondes. Et puis quelque chose que tu prônes beaucoup aussi, c'est sois bon dans les choses que tu sais faire, en fait. Quel est ton one thing, dans quoi est-ce que tu es bon, et sache le faire à fond. Et dans ma carrière, les quelques fois où je me suis perdu jusqu'à parfois en être en dépression, c'est de m'attaquer à des domaines que je connaissais pas, ou de me dire, tu parlais tout à l'heure de Félix, de créons cet empire parce qu'il faut le faire, parce que nécessaire, parce que c'est comme ça que je vais grossir, moi je me suis probablement perdu là-dedans, à essayer de regarder la concurrence ou comment faisaient les autres dans d'autres domaines pour faire exactement comme eux, et en oubliant finalement mon propre métier et ce que j'aime faire à la base. Moi, ce que j'aime, c'est coacher les gens. Et j'adore les relations amoureuses. Je suis fasciné par ça. Je sais que je suis bon dans ce que je fais par rapport à d'autres qui, pas tous. Certains sont un peu moins bons dedans parce que j'ai cette passion qui m'anime de comprendre ça, parce que je peux me bouffer des heures et des heures de rapports psychologiques sur le sujet, aller voir des vidéos, voir les nouvelles tendances, voir ce qui se fait, comprendre les gens, les rencontrer. Et c'est ça qui me fascine. Mais c'est mon truc qui me fascine, c'est ça. Et par rapport à ça, si je suis fasciné par ça et que je bosse à fond dedans, que je suis indestructible, déjà parce que ça me rend heureux de le faire, même beaucoup moins payé, je resterai quand même toujours heureux, et parce que le machin est contagieux à la fin. T'adores ça, bien évidemment que tu vas attirer à toi tous les gens. Et là où tu pourrais te perdre à te dire, je vais créer des équipes, mais ça me plaît pas, et il me faut un nouveau comptable, il faut une nouvelle structure, et du coup tu perds un temps fou à juste oublier ce que tu sais faire et ce que tu aimes faire. Comme tu dis Antoine, si jamais ton domaine de prédilection c'est quelque chose, sois extrêmement bon dedans. Parce que finalement, beaucoup de gens, aujourd'hui, qu'on se mette d'accord, beaucoup de gens se lancent comme coach. J'ai un ami qui me disait, j'en découvre 5 nouveaux par jour des coachs. Dans tous les domaines, hein. On parle pas forcément de love coaching, dans le business, dans la santé, dans plein de choses. Et il me dit, ça m'inquiète. Et il me dit, du coup, je pense que j'y arriverai pas. Je lui dis, mais à partir du moment où tu aimes ton boulot et tu perds pas trop de temps à faire d'autres choses, sois très bon dedans et tu seras meilleur que 99% de la population de ceux qui se lancent dedans. Et je lui dis, n'aie pas peur de ces 5 qui se lancent par jour, parce que si t'es bon, t'as rien à craindre. Tu seras le 1% qui sera le meilleur dans ton domaine. Je ne sais pas le domaine dans lequel il est, parce que on ne peut citer son nom, mais sois bon dans ce que tu fais, et sois passionné, et l'équation marchera. Il y a quelque chose d'assez vertueux à ça, en fait. Ouais. J'adore mon métier, je suis fou amoureux de ce métier. J'adore ça. Ça me transcende, et probablement que le jour où j'aimerais moins ça, tout va s'écrouler d'un coup. J'aurai intérêt à faire autre chose qui me plaît plus. Salut, c'est Antoine. Juste avant de poursuivre l'émission, je te rappelle que tu peux télécharger gratuitement la fiche qui rassemble tous les coups de cœur partagés par les invités. Elle contient déjà des dizaines de ressources précieuses et elle sera mise à jour après chaque épisode. Pour la recevoir, clique sur le premier lien en description ou rends-toi sur yumpodcast.com. Tu peux cliquer pour la recevoir tout de suite dans ta boîte mail, et je te laisse pour la suite de l'émission. Et c'est un truc qu'on voit dans ton travail et qui est amusant à suivre, c'est que t'as beau avoir un très gros site dans ta thématique avec 15 personnes qui bossent dessus, un truc qui tourne tout seul et qui fonctionne très bien, une machine bien huilée, tu continues à faire des petites vidéos Reels dans ta bagnole pour partager un petit truc que tu publies dans la foulée et qui cartonne. Tu vois, je vois sur ton Instagram, tu fais facilement les 200-300 000 vues par vidéo ou presque. Comment tu gères ça, et est-ce que quand tu fais un short par exemple, est-ce que c'est vraiment ok, t'as une idée, tu le fais, tu le postes et tu demandes à personne, ou alors ça fait partie d'un process qui est bien organisé? Le secret des shorts, pour y arriver, j'ai des clients qui sont parfois un peu âgés qui passent, et je leur parle de shorts, ils me disent Antoine, t'es en pantalon. Donc on est bien d'accord, on parle des formats shorts, des formats courts sur Instagram, TikTok et partout ailleurs. Au début, j'étais parti de la théorie, on parle un peu technique là. Au début, j'étais parti de la théorie que j'ai des vidéos YouTube, on va prendre le meilleur, on va le compresser, on va en faire une version courte de ça. Il s'avère que ça marche, mais ça marche pas tant que ça. C'est-à-dire que tu feras pas 10 millions de vues, sauf si, par chance, dans ta vidéo YouTube, qui durait une demi-heure, tu as eu 60 secondes où il y a eu intro, développement, conclusion, d'un message ultra percutant. C'est rarement le cas. En réalité, souvent, le début de l'idée, tu l'as évoqué il y a 5 minutes, la fin de l'idée, elle sera évoquée dans 10 minutes, et arriver à tout découper pour te faire le montage parfait de 60 secondes, l'équation est quasiment impossible. Et donc du coup, malheureusement, déjà ça demande beaucoup de travail, ça demanderait beaucoup de travail de faire ça, le résultat il est bien, mais il est pas dingue, et du coup je suis parti dans autre chose, qui est, tournons une vraie idée,
une vraie idée percutante en 60 secondes. Ce qui est un putain de défi au passage. Arriver à être bon sur 60 secondes, on parle d'être bon sur 8 phrases, à peu près, ou allez, 12 phrases. Donc tu as intérêt à avoir une intro qui soit percutante, tu as intérêt à avoir aussi une idée qui soit dans l'air du temps, parce que les idées changent. C'est-à-dire qu'en gros, un short ou un réel que j'ai fait il y a un an ne marcherait pas aujourd'hui. Peut-être même qu'un réel de juin dernier ne marcherait pas en octobre. Parce que la population est montée en conscience et elle a d'autres problèmes, des problèmes qui sont dus à la saisonnalité. Là, par exemple, on est en automne, on a des soucis psychologiques d'automne, en réalité, que ce soit dans le business ou dans plein d'autres domaines. On a une certaine façon de penser, et aussi parce que la population progresse. Il y a une question qui était combien faut-il changer de personnes, combien faut-il changer de singes, de comportement de singes sur 100 singes pour que les 100% changent. Vous connaissez la réponse ou pas ? Il y a un vrai chiffre officiel, ils ont vraiment fait les tests avec 100 singes, à peu près c'était 90 je crois. Et il s'avère qu'il faut changer 25% d'entre eux pour que les 100 changent leur comportement. Admettons que lorsque la cloche sonne, c'est le signe qu'il y a de la nourriture quelque part. Si 25% comprennent, les 100% comprendront. Parce qu'il y a une forme de porosité ou de capillarité qui fait qu'ils vont s'apprendre entre eux comment ça fonctionne. Donc ça veut dire que ton message de juin dernier, si tu as fait un short ou un réel ou quelqu'un d'autre a fait ça, qui a déjà touché 25% de la population, ce qui va vite finalement, tu fais un réel qui fait 6 millions de vues, je dirais pas que tu as touché déjà 10% de la population. 2-3 autres l'ont repris, les 25%, donc ton message il est cramé, il est foutu. Donc il te faut un message qui soit très à propos aujourd'hui. Et là où tu te dis, on part de loin mais on y arrive à l'idée finale, là où tu te dis, il faut juste que je sois drôle ou que je sois pertinent, etc. Non, tu as intérêt pour que ton réel fasse quelques millions de vues, tu as intérêt à être très pertinent dans l'instant, dans la temporalité du moment, prenons automne, mais aussi un discours qui soit pile adapté à la population française. Parce qu'un discours peut passer en Amérique et eux ça leur plaît, ou ils sont dedans, nous on est peut-être trop en avance ou trop en retard. Donc tu as intérêt à être extrêmement bon dedans. Donc il faut trouver, je récapitule ce qu'on a jusqu'à présent, il faut trouver une idée pertinente de 60 secondes en 12 phrases qui correspondent à un message nouveau que les gens ne connaissent pas encore ou qui représente ce qu'ils vivent aujourd'hui mais ils n'arrivent pas à mettre de nom dessus. Et là tu arrives dans quelque chose de compliqué, arrive à être pertinent dans un message du moment. Et parfois tu as une idée où moi qui ai la chance d'être en coaching, il y a des phrases qui reviennent souvent. C'est-à-dire que, je sais pas, admettons qu'on soit en octobre, j'ai une phrase où j'ai plein de clients qui auront le même problème pile. Et si jamais, en coaching, tu arrives à trouver la réponse ou tu arrives à mettre cette idée, moi, dans mon cas, par chance, je tombe, pas tout le temps, mais une fois sur deux, une fois sur trois, je tombe dessus. C'était l'idée du moment. Plein de gens vivent ce genre de choses. Donc, je peux en parler. Est-ce que tu as ça, toi, Antoine, en business? Faut que tu sentes qu'est-ce qui est dans la tête des gens en ce moment. C'est ça. Qui c'est qui disait ça? C'était Ogilvy qui disait il faut mieux dire que eux ce qu'ils ressentent au fond d'eux. Ouais. Mais c'est pareil sur les lancements de produits et de formation. Moi, j'ai remarqué que un des trucs sur lesquels ça valait le plus le coup de travailler quand tu lances une formation, c'est sur le concept de la formation. C'est vraiment, tu vois, à page de vente équivalente, sur un lancement de produit, je peux faire au plus bas 7 ou 10 000 euros et au plus haut 70, 80 000 euros. Donc il y a vraiment une différence de x10. Et quand tu comprends ça, juste sur le thème du produit, donc quand tu comprends ça, tu te dis, mais si je choisis le bon thème, c'est-à-dire le truc que les gens ont dans la tête en ce moment, qu'ils ont envie de faire en ce moment, j'ai une force naturelle qui est extraordinaire et qui va me permettre d'aller beaucoup plus loin en termes de vente sans avoir à fournir plus d'efforts. Donc, par exemple, début d'année, c'était l'IA. Tu fais une formation pour accélérer son travail avec l'IA. Bon, bah, les gens, c'est shut up and take my money, tu vois. Genre, c'est vraiment très, très, très facile à vendre parce que c'est le bon timing. Et ouais, je suis convaincu que pour les contenus, c'est pareil. Du coup, tes shorts, c'est quoi? Comment tu trouves justement ces idées qui sont dans la tête de tes clients? Est-ce que tu te nourris peut-être de tes coachings? Je la teste beaucoup en coaching. Bizarre, mais en coaching, je peux. Attention, je dis pas que j'utilise mes coachés comme des répétitions, mais sur 1 heure de coaching, je vais tester une phrase ou deux, un peu comme un humoriste irait tester son spectacle en province avant d'arriver à Paris. Je teste, et des fois je teste. Et donc il y a tout un process. Donc je teste la phrase, il y a des phrases, et des fois je sens que ça tombe à côté. Le client ne réagit pas, il rebondit pas dessus. Ou tout d'un coup le client va me dire oh trop fort. Coaching l'heure d'après, je reteste cette même phrase. Est-ce qu'il y aura le même engouement? Et puis une fois que tu as testé 5-6 fois et répété, tu es déjà en train quelque part de répéter un truc que tu vas faire en réel. Donc
t'es pas là où on pourrait se dire tiens, cette vidéo elle est naturelle, faite dans sa voiture devant le truc, en fait elle a déjà été répétée peut-être 5 ou 10 fois avec des clients. Après ça, une fois que tu la poses, c'est pas pour autant que les 10 clients qui fait ça que ça marchera. C'est juste comme ça. T'arrives sur une chance sur 2, une chance sur 5 que ça cartonne. Mais t'as déjà maximisé le pourcentage de chances que le machin existe. Alors là, pour un nouveau créateur, il va se dire oui, mais Antoine, t'es en train de me dire qu'il faut être dans la bonne période de l'année, sur le bon message, dans la bonne mentalité, qu'il faudrait avoir un client par heure pour tester mes phrases, et finalement, peut-être que ces gens, en plus, je sais pas, sont salariés ou quoi, que la mission devient impossible. Mais en fait, t'en reviens toujours à quelque chose que tu prônes souvent, Antoine, c'est démarre le machin quelque part, pose ton machin, essaye-le. Au début, ce sera imparfait. Et puis, dans la répétition, dans le fait de tester, moi, je sais que sur YouTube, j'ai une vidéo sur 3 qui est un test qui échoue lamentablement. Hein. C'est le dire que j'ai posté a échoué. C'était un nouveau concept, c'est pas une bonne idée. Pourtant, je l'avais répété, testé, etc. Mauvaise idée. Ben, ça pose quelque chose de manière assez naturelle, le plus vite possible. Je sais plus qui disait, c'était Frank Kern qui disait dans un jour, tu devrais avoir fait au moins l'une de ces 3 choses. Avoir posé un contenu quelque part sur Internet, ou alors avoir créé un produit, ou alors avoir créé une nouvelle offre. Il dit, si tu n'as pas fait l'un de ces 3-là, tu seras jamais riche, tu marcheras jamais. Donc, à un moment donné, il y a aussi se dire, si j'avais un process parfait, je saurais à 100% comment réussir sur les réseaux sociaux, ce qui est faux. On reste juste sur des théories de la répétition et de l'entraînement, et probablement plein d'échecs pour arriver à une bonne réussite. Mais tu restes comme un sportif qui va en salle tous les jours. Bon, des gens me disent comment devenir riche rapidement. Je leur dis, mais comment devenir musclé rapidement ? La réponse n'existe pas, en fait. C'est va à la salle tous les jours, mets-toi une sorte de régularité dans ta vie, crée-toi les bonnes habitudes. Probablement que ça marchera. Et du coup, pour trouver ces bonnes idées, ça consiste le matin à se lever, éventuellement d'aller lire quelques articles, d'aller voir quelques vidéos étrangères pour voir ce qui se passe sur le marché, comment est-ce que ça progresse. À 7h, aller faire ton sport à 8h. À 9h, commencer à écrire quelques scripts. Et puis trouver tes routines pour être de plus en plus efficace là-dedans et devenir meilleur dans ton propre entraînement, à ta propre vie. Et j'ai une vie qui pourrait être vue de loin assez chiante et routinière, mais qui ressemble, à mon sens, plutôt à quelque chose qui me fait plaisir. J'ai besoin de ces routines pour être un peu plus efficace chaque jour et être 1% meilleur chaque jour. Et quand tu te mets là-dedans, il y a quelque chose de très chouette à être coach au passage. La chose très chouette, c'est que tu t'améliores ta vie d'1% par jour. T'as même pas le choix en fait. T'es obligé de t'améliorer pour réussir quelque chose. Donc se lancer, se dire je vais être nul au début, c'est pas grave, je ferai que 3 vues, 5 vues, mais on passe tous par là quelque part. On passe tous par là à être nul. Et il y a une phrase que j'aime beaucoup, tu m'avais dit Antoine au début, tu m'as dit pense à une phrase qui te plaît beaucoup. Cette phrase qui a aucun sens en plus, c'est chaque expérience est une bonne expérience. Chaque expérience, qu'elle soit bonne ou mauvaise, est une bonne expérience. Donc dis-toi que t'échoues, génial. Même que tu divorces, génial. C'est une expérience de vie, qu'est-ce que je peux en retirer ? Mon produit que j'ai lancé a floppé, génial. Comment est-ce que j'analyse ? Comment est-ce que je comprends ceci ? Mon produit a réussi, encore une fois, génial. Et quand tu es dans cette mentalité, tu es forcé de réussir. C'est quoi ton appel à l'action ? Quand les gens te découvrent sur les réseaux sociaux, où est-ce que tu les emmènes ? J'en ai de moins en moins, bizarrement. C'est marrant, les appels à l'action sont bizarrement mal vus dernièrement. Ça fait 1 an ou 2. Là où dans le temps c'était très clair, c'était cliquer ici, liker, machin. Je le mets toujours, mais c'est de moins en moins bien vu. En réalité, je pense que quelqu'un qui t'aime bien, il fera tout pour te trouver. Les gens se disent, il me faut un trop beau site internet, tout va démarrer de là. En réalité, là, je te cite Antoine. Tu as toujours dit l'inverse, tu as toujours dit le site web, on s'en fout. Commence par être bon dans ce que tu fais, publie régulièrement et les gens te trouveront. Tu peux avoir une vieille page toute cramée des années 2000, que tu sais quoi, même si le bouton est caché, les gens iront cliquer dessus pour t'avoir parce que si tu arrives à changer un peu la vie des gens ou les faire penser un peu différemment ou qui s'identifient à toi, les gens ils iront te trouver. Ils insisteront pour et toi, avoir un coaching pour être avec toi. Ton objectif, c'est de faire vraiment de la qualification, c'est-à-dire d'avoir seulement les gens qui veulent prendre un coaching, ou tu as aussi un objectif de remplir une liste email pour derrière vendre des formations, par exemple ? Ah, j'ai les deux. Remplir une liste email. Je marche beaucoup sur les quiz. Je pense que c'est le plus simple aujourd'hui. Tu as un quiz. Est-ce un pervers narcissique ? Êtes-vous fait pour rester ensemble ? Est-ce que ton ex va revenir ? C'est simple, c'est chouette et puis c'est efficace. Donc, ça se fait en quelques clics en plus sur des Typeform. De test. Les gens répondent à des questions. À la fin, ils entrent leur email pour recevoir la réponse.
C'est ça. Et de la même manière, tu peux ensuite les recontacter par email. Ouais, j'ai appris aussi à moins forcer les ventes en me disant que quand je pas forcer la vente, c'est pas le bon mot, mais quand il va un peu au forceps dans le process, tu peux te récupérer des clients qui sont pas exactement adaptés à toi en fait, et créer de la déception. Il y a un jeune marketeur qui m'a contacté récemment, il m'a dit moi ce que je veux il me dit je veux avoir un client, mais je veux que ce client soit tellement heureux que il va en parler partout autour de lui. Il me dit là où les gens se trompent, c'est la plupart des gens dans le business se disent je vais faire beaucoup de vues, je vais faire beaucoup de monde, et puis tellement que j'aurai bossé sur la vitrine, le site web, les vidéos, etc., que finalement le contenu sera bof derrière, parce que ta somme d'énergie, elle est que de 100%, tu peux pas la multiplier par 10. Et ceux qui mettent tout dans la vitrine, souvent créent de la déception derrière. Il n'y a rien de pire qu'un système qui serait déceptif. Là où tu as peut-être intérêt à avoir un peu ou même voir beaucoup, beaucoup moins de clients, leur sortir un service d'une qualité qui soit incroyable et marcher par un bouche à oreille de fou. Et je pense que notre entreprise a changé le jour où on a compris ça. Le jour où on a compris qu'il fallait livrer un service de dingue, notre entreprise a multiplié ses ventes. Et dans les entreprises de service en général, donc je mets le coaching dans le service puisque tu as une relation directe avec la personne. T'as quand même un coût à travailler avec les mauvaises personnes parce que c'est des risques réputationnels, parce que la personne finalement elle s'attendait à quelque chose de différent. T'as pu prendre toutes les précautions que t'as pu prendre, c'est-à-dire si la personne elle est convaincue que elle pensait ça au départ, tu vois, voilà. Donc ça c'est un premier point, et le deuxième point c'est que c'est beaucoup plus agréable de bosser avec les bons clients en fait, c'est-à-dire que et les bons clients te ramènent les bons clients, ça crée un comment dire, cercle vertueux. Un cercle vertueux. Et voilà, donc ça me parle totalement ce que tu dis. Mais il y a quelque chose de compliqué pour un jeune créateur de se dire faut que j'ai une page de vente un peu plus molle peut-être, pour avoir un peu moins percutante, pour avoir des gens qui seraient beaucoup plus adaptés, etc. Mais c'est un choix sur le long terme qui est forcément gagnant. Tous ceux qui te recommandent de faire des petites arnaques temporaires. Je ne sais plus qui disait récemment, c'était un Américain qui disait ça, il disait créer une arnaque pour devenir riche temporairement te prendra beaucoup plus d'énergie et de temps que de créer quelque chose qui soit serein et sain dans la durée. C'est-à-dire que là où tu dis, elle est géniale, j'ai créé une arnaque et j'ai gagné X milliers d'euros en un mois, probablement que tu n'auras pas gagné. Tu auras gagné beaucoup moins en mettant beaucoup plus d'énergie que si tu avais fait quelque chose qui était ultra sain et chouette pour tes clients. Un client veut te rembourser, tu le rembourses. Un client n'est pas le bon, tu lui dis directement. En plus, t'es grillé après, c'est-à-dire qu'on en connaît des gens qui ont fait des casses, machin, etc. Maintenant, la réputation... la réputation est mauvaise. C'est ouf, quoi. Et puis, mais bien évidemment. Et puis, la plus belle réussite que tu peux avoir, c'est lorsque tes clients te recommandent leur mère, leur père, leur cousin, leur frère, leurs collègues de bureau. Tu peux être sûr que quand de manière organique, qu'on s'entende, hein, pas forcément d'avoir des millions de personnes qui te suivent, hein, mais quand de manière organique, tu aides quelqu'un, ou tu l'aides et qui te recommande à 10 personnes derrière, ça vaut de l'or. J'ai une question un peu plus personnelle, parce que moi, je sais pas si je suis un bon... J'ai déjà fait un petit peu de coaching, mais je me suis jamais formé pour être un bon coach, et donc j'ai l'impression que c'est des compétences qui sont différentes que de faire de la formation. Par exemple, la formation, il suffit de transmettre les méthodes, et ensuite les gens vont se l'approprier, soit l'appliquer, soit pas l'appliquer. Alors que le coaching, tu dois comprendre la psychologie de la personne et adapter ta méthode à la personne, ou alors trouver la bonne méthode pour cette personne. Selon toi, c'est quoi les critères pour être un bon coach ? Déjà, au niveau de la formation, il en existe plein. Déjà, commençons par ça, la formation. Il existe plein d'écoles différentes. C'est un statut qui est très mal reconnu en France. À partir d'aujourd'hui, tu peux te dire je suis coach sans avoir aucun diplôme. Ce qui est mon cas au passage. Hein. J'ai absolument aucun diplôme, ni de psychologie, ni de coaching. Je suis statistiquement rien, sauf qu'en France, tu peux dire en une seconde je suis thérapeute. Bravo Antoine, bravo Félix. À partir d'aujourd'hui, vous êtes thérapeute. Tu peux aussi dire vous êtes coach. Donc, il y a une façon de... C'est un monde qui a malheureusement beaucoup de coachs qui ne sont pas du tout formés. Et aussi, tu peux l'être facilement. Ils comptaient réglementer ça il y a quelques années. Finalement, ça n'a pas été fait.
Maintenant, si ta question c'était comment faire pour devenir un bon coach, ou qu'est-ce qui fait que je sais que j'aime ça, ou quelles sont les bonnes méthodes pour ça, moi je me forme, j'ai la chance de me former depuis 15 ans ou même 20 ans, tous les jours. C'est-à-dire que moi à mi-temps, je me forme. C'est-à-dire que j'ai aucun diplôme. Par contre, la chose que j'ai qui est chouette, c'est que là, par exemple, il est presque midi. Depuis ce matin, je lis des livres et je regarde des vidéos sur Jung et la part d'ombre. Mais que je trouve ça fascinant. Qui peut expliquer, par exemple, pourquoi est-ce que parfois certains clients dorment mal. Quand ta part d'ombre est trop présente ou que tu n'arrives pas à l'écouter. Et donc, j'ai la chance. Là, j'arrive dans un cycle où pendant quelques jours, je vais m'enseigner là-dessus, jusqu'à ce que j'en ai marre en réalité, ou que je trouve mes réponses ou que j'en trouve pas et que ça me fatigue, je passerai à autre chose. Et le coaching a quelque chose de fascinant, à mon sens, dans le sens où tu peux... Moi, dans mon process créatif, j'ai besoin d'aider les gens d'un point de vue personnel, j'ai besoin de les aider parce que ça me nourrit aussi de manière très égoïste. Je progresse quand les gens progressent et c'est un sujet qui me passionne. Donc, je sais que, par exemple, quand je fais un coaching, pour moi, ça ressemble à un jeu. C'est un jeu d'arriver à trouver le problème, le souci, de tester 10 phrases ou 10 exemples pour savoir quel est celui qui fera bouger la personne et d'avoir une forme de satisfaction de me dire, parce que j'ai juste parlé avec cette personne, j'ai peut-être résolu plein de choses dans sa vie. Et donc, moi, j'adore ça. Attention, d'autres personnes peuvent ne pas du tout aimer ça. On parle bien d'un rapport humain où parfois, tu as des clients qui sont géniaux, parfois, tu as des clients qui sont peut-être un poil moins intéressants. Donc, et moi, dans mon évolution perso, il y a quelque chose de nécessaire à ça. Je peux même dire que je fais des vidéos, comme on dit tout à l'heure, qui sont meilleures parce que je parle à des gens. Je peux aussi même dire que je fais des formations qui sont meilleures parce que je parle à des gens. J'ai souffert je récupère mon ex.com, il y a quelques années de ça, j'étais tellement déconnecté du coaching, je faisais juste de la gestion humaine de mes salariés, j'étais déconnecté des problèmes. Et comme j'étais pas en rupture à l'époque, je savais même plus quels étaient les mots qui étaient dits, quelles étaient les sensations qui étaient ressenties. Je savais même plus ce que les gens pensaient en fait tout court. Et j'ai la nécessité de me reconnecter. Maintenant, on peut se connecter aux gens dans un processus créatif. En coaching, on peut aussi faire, comme toi, ce que tu fais Antoine, c'est rencontrer des gens. Tu peux aussi faire un dîner de temps en temps, ou faire une rencontre abonnée, qui fait que tu reconnectes avec ça. Et pour certains, le coaching sera un jeu intéressant qui te fait progresser. Pour d'autres, le coaching sera complètement inutile. Mais généralement, on le sait assez bien au fond de soi, si on aime ça ou pas. On est déjà à la base cette personne que tous tes potes appellent quand il y a un problème, généralement. Non rémunéré. C'est juste... ta pote Claudia qui t'appelle pendant des heures, ton copain Romain qui ça va pas, il t'appelle, il pleure au téléphone, mais c'est toi qui l'appelle. Il avait 20 potes, c'est toi qui l'as appelé. Et tu sais il sait qu'il t'appelle parce que tu as les bons conseils, mais aussi parce que quelque part au fond de toi t'aimes ça. Sur ce qui fait un bon coach, tu nous as parlé de l'instruction, tu nous as parlé aussi de l'empathie à avoir par rapport aux problèmes. Quand tu es en coaching, en termes de posture, en termes d'outils, en termes d'intention, qu'est-ce qui fait justement à ce moment-là un bon coach? Qu'est-ce qui va aider justement les personnes? Qu'est-ce qu'elles attendent? À mon sens, un bon coach est un coach spécialisé. Vous êtes trop jeune pour savoir ça, mais dans le temps, il y avait des chirurgiens généralistes. Dans le temps. Wow. Tu peux aller chez le mec, il te découpait de haut en bas, et par chance, il y a 20 ans de ça, ils se sont spécialisés. Tu as le chirurgien de la main, chirurgien esthétique, chirurgien dans plein de domaines. Reconstruction du nez, etc. Tu as plein de domaines. Et aujourd'hui, je pense qu'un bon coach est un coach... Mon travail n'a rien à voir avec celui d'un psychologue. Un psychologue... son objectif, c'est dans le temps de te faire réfléchir à des choses, de te faire mieux quelque chose. Le rôle d'un coach est beaucoup plus directif. Moi, moins de temps possible, j'ai mes clients, mieux c'est pour eux. Mon objectif, c'est de trouver le plus vite possible leur réponse. Et je peux utiliser tout type de techniques. Ça peut être de la PNL, ça peut être de la philosophie parfois de la psychologie, parfois de la sociologie. Parfois, je vais essayer 5 ou 6 exemples dans plein de domaines différents, jusqu'à voir celui qui fonctionne bien. Et il y a plein d'outils. Encore une fois, c'est un milieu où tu t'arrêtes jamais. Je pense que le pire coach serait celui qui se serait formé pendant 3 ans et arrêterait après. Et c'est bon, je connais tout. J'ai ma boîte à outils de 5 outils et c'est bon, ou de 20 outils, c'est suffisant. Ou un psychologue qui aurait fini son bac plus X et qui dirait à la fin, c'est bon, je suis psychologue, ça me suffit. Sauf qu'en réalité, le monde change, les gens changent et ton but, c'était forcément d'être de plus en plus efficace. Antoine, tu te formes toi aussi en permanence sur tout, j'imagine. On a le même profil, je pense. Ouais. Après, j'ai une difficulté. Enfin, moi, je me base beaucoup sur mon expérience.
Donc je tente énormément de choses dans le domaine du business en ligne. J'expérimente énormément, plein de formats différents, plein de modèles de lancement différents, plein de modèles d'offres différentes. Et je note les résultats et ça me permet d'avoir des méthodes. Maintenant, la difficulté que j'ai aujourd'hui, c'est que me former, par exemple, sur le marketing, ça ressemble beaucoup à du travail pour moi. Je préfère lire des bouquins sur les sujets qui m'intéressent en ce moment. Et j'arrive à faire des ponts après avec mathématiques. Comme tu disais, tu vois, l'idée c'est de se former de manière assez large et ensuite après faire ta petite soupe en interne. Mais j'ai plus de difficultés à lire un bouquin si c'est un domaine que je connais déjà et si c'est un domaine où j'ai pas un besoin urgent avec ce domaine. Moi, le modèle d'apprentissage que je préfère et qui marche le mieux pour moi, et ça rejoint ma façon de bosser qui est que vraiment je travaille à l'expérience. J'ai un besoin en ce moment, par exemple, ok, je me suis lancé un défi cette année, c'est atteindre tel niveau de chiffre d'affaires ou c'est avoir tant de nouveaux inscrits. Qu'est-ce que je peux faire pour ça? Et là, il y a un désir qui se crée et je vais répondre à ce désir en lisant des bouquins là-dessus. Je vais faire tout un tas de tests, je vais avoir des résultats ou pas. Et en fonction des résultats que j'ai, je vais créer un programme ou une formation qui va transmettre en fait tout ça à mon audience. Mais j'aurais plus de mal à me dire, ok, j'aimerais bien faire une formation sur je sais pas quel sujet, sur le pricing. Ok, je vais lire 3 bouquins sur le pricing et puis je vais faire une formation là-dessus. C'est plus mes besoins qui sont nourris ensuite par des bouquins et des ressources qui ensuite viennent m'aider à créer des ressources pour mes élèves. Est-ce que vous faites ça aussi ou pas? Vraie question, je sais pas si vous le faites ou pas. J'ai lu un livre qui s'appelle Dopamine War, la guerre de la dopamine, qui t'explique qu'on vit une hérésie aujourd'hui dans la stimulation rapide en permanence, les notifications, etc., qui te créent des pics de dopamine. Et est-ce que vous le faites ou pas? C'est un piratage de dopamine pour me forcer à apprendre. Je peux très bien m'écouter un podcast tout en jouant à un jeu vidéo. Le jeu vidéo m'apporte la dopamine qui est une récompense. Moi, je fais ça. Tu fais ça aussi? Moi, je fais ça tout le temps. Et en même temps, tu te shootes en dopamine. Exact. Moi, j'ai un jeu exprès. C'est détox. Ouais. Sur mon téléphone, j'ai un jeu exprès qui est pour écouter des longues vidéos, des podcasts, etc. Ça s'appelle Tower Clash et c'est excellent. C'est excellent. Et vous arrivez à vous concentrer sur l'audio quand vous êtes en train de jouer? Bien sûr. Ouais. Ou alors un trajet qui est un peu long, je vais écouter mon podcast ou ma conférence. Et du coup, j'ai proscrit je lis de moins en moins malheureusement. J'étais un fervent lecteur, je lis de moins en moins. Et je proscris ça parce que je me shoot pour apprendre beaucoup plus. Je me shoot à la dopamine. Enfin, je me fais des pics de dopamine permanents pour y arriver. Tu peux pas prendre de notes. Du coup, c'est vraiment juste pour être dans un bain de cerveau, mais. Tu peux mettre en pause le jeu, tout arrêter et écrire quelque chose en parallèle. Et aussi l'apprentissage inconscient, le fait de s'immerger dans du contenu et de pas chercher avec une intentionnalité d'en tirer quelque chose, ça te change sans que tu aies un effort à faire. Je suis d'accord avec toi. C'est un vrai challenge, c'est que moi j'écoute beaucoup de podcasts en marchant, en promenant mon chien, en faisant des balades. Et très souvent j'ai envie de noter des trucs parce qu'il y a toujours des bonnes idées qui sortent. Et donc c'est chiant quand t'es en train de marcher parce que tu dois t'arrêter sur le bord de la rue, sortir ton téléphone, noter machin. Et du coup le problème c'est que comme c'est chiant, parfois je vois un audio qui passe où je me dis putain là il y a beaucoup de valeur et j'adorerais avoir toutes ces infos, mais je vais pas le lancer parce que je sais que si je le lance je vais avoir envie de prendre des notes et donc ça va être chiant et je suis pas dans un mood à prendre des notes. Et donc je me prive parfois de consommer des contenus qui sont très intéressants ou qui vont dans le sens de mes objectifs actuels. Parce que j'ai envie, si je le fais, d'être vraiment dans les meilleures conditions, c'est-à-dire d'être en fait chez moi devant mon ordinateur prêt à prendre des notes. Et finalement, ces conditions, elles sont pas si fréquentes, quoi. Je sais pas si vous avez moi j'ai ça aussi. Mes très très bonnes vidéos, je me les réserve, je copie-colle les URL ou les bonnes conférences, les bons podcasts, je me copie-colle l'URL quelque part et je me fais une liste à écouter quand je suis dans de bonnes conditions. Mais aussi quand je marche, je peux m'écouter un audio de moins bonne valeur, enfin en tout cas pour moi, qui m'apporte moins. Peut-être que sur 3 heures de conférence, quand je marche, il y a peut-être 2 idées qui vont ressortir, 2 idées seulement, tu vois. Moi j'accepte de revoir les mêmes podcasts si jamais c'est ultra intéressant. Je l'écoute une fois en mode inconscient. Et en acceptant de tout perdre, de potentiellement perdre l'idée, etc. Et parfois tu les gardes parce que d'une certaine manière c'est resté inconscient, tu vas t'en rappeler, elle va revenir à un moment donné. Mais si c'est pas le cas, tu as quand même la sensation j'avais des idées, je les ai perdues, etc. Tu regardes le contenu quoi. Et dans un autre moment, et c'est extrêmement efficace. C'est marrant Antoine que tu fasses ça. Mais ouais. Et puis c'est aussi la clé du succès finalement.
Par exemple, pour sortir une bonne vidéo YouTube qui dure 10 minutes, j'ai peut-être écouté 30 heures de conférences sur le sujet, 30 heures. Et je sais que plus je vais en écouter, plus cette vidéo de 10 minutes fera de la vue, sera pertinente, etc. Antoine, ce week-end, il me disait, mais comment tu fais tu connais tous les concurrents, tu connais toutes leurs formations, etc. Mais c'est grâce à ce hack, et merci de le partager. Merci de Tower Clash. Ah ouais, c'est génial. Et ça peut être aussi parfois, ta dopamine, ça peut être aussi de boire le super café que t'aimes bien, que je me réserve juste pour ça. Je n'ai pas le droit de boire ce café tant que j'ai pas écouté. Mais comme un enfant qui s'auto-punirait tout seul. Je n'ai pas le droit de me mettre dans mon canapé que j'aime bien que si j'écoute le truc. C'est tox, c'est détox. C'est chiant de travailler, mais dans de bonnes conditions, ça vient équilibrer le karma. Est-ce que vous avez prévu des coups de cœur? Yes. Antoine. Non, je te laisse parler. On arrive de toute façon en fin de podcast. C'est le moment où les gens sont plus là. Il y a que les meilleurs. Tu vas nous donner ton jeu, Antoine. Déjà le jeu vidéo. Ça s'appelle Mech Arena. C'est des robots qui tirent partout. Excellent. Est-ce qu'on peut savoir qui est resté jusqu'au bout? C'est sur les plateformes où on peut commenter, parce que est-ce que ce sera sur YouTube ou pas celle-ci? Ouais. Est-ce que dites-moi, Félix, dis-moi un mot bizarre. Écureuil. Écureuil. J'aimerais que ceux qui sont arrivés jusque-là mettent le mot écureuil en dessous. On saura qui sont les vrais. Qui sont les vrais qui vont jusqu'au bout. Vas-y. Exactement. Bon, je vais commencer avec le coup de cœur, comme ça Antoine t'attend de réfléchir. Alors moi, mon coup de cœur cette semaine, c'est... Alors attends que je le retrouve. C'est un service en ligne qui s'appelle Opus Clip. On mettra le lien dans la fiche coup de cœur. Opus Clip, et ça permet... En fait, ça utilise l'IA. Moi, ce que j'adore maintenant, c'est qu'on commence à avoir vraiment des outils qui exploitent l'IA pour des choses très concrètes. Qu'on peut... qui nous font concrètement, immédiatement gagner du temps sans qu'on ait besoin d'inventer le truc. Et donc là, Opus Clip, ce que tu fais, c'est que tu as une interview, par exemple, d'1 heure, un peu comme on est en train de faire ici. Tu t'envoies le lien YouTube de l'interview à Opus Clip, et tu as une IA qui va te sortir une vingtaine d'extraits, qui va te les mettre au format short, et qui va même te reconfigurer l'image pour que ça fonctionne au format short. Par exemple, si tu as une interview horizontale où tu as à droite l'intervieweur et à gauche l'interviewé, donc l'écran est splitté en deux de manière horizontale, il va le reconnaître automatiquement et il va te foutre l'un au-dessus de l'autre pour que ça fonctionne en vertical. Et évidemment, il va choisir des extraits un peu croustillants. Alors pour l'avoir testé, on va dire 80% des extraits, c'est pas ouf, tu vois, tu peux les publier, ça a un sens, mais c'est pas forcément des extraits qui sont incroyables. Mais allez, 10-20% des extraits sont vraiment publiables tels quels. C'est-à-dire que t'as rien à modifier, c'est publiable. Ils t'ont même fait les sous-titres, ils t'ont tout fait. Alors parfois tu dois modifier 2-3 petits trucs dans les sous-titres parce qu'il y a des petites erreurs, mais c'est vraiment impressionnant. Et j'ai commencé à le faire pour certaines vidéos. Alors ça peut être pour des interviews, ça peut être pour des vidéos YouTube, ça peut être vraiment pour ce que tu veux. C'est ça remplace en fait un mi-temps quoi, de quelqu'un qui passe beaucoup de temps à faire ça, parce que c'est très consommateur de temps. C'est pas forcément le truc le plus fun à faire aussi pour un monteur vidéo. Et l'IA est déjà capable de faire ça à ta place et de le faire bien dans 15% des cas, mais ça suffit en fait quand il te sort 20 shorts sur une vidéo d'1 heure, tu te retrouves avec 3 ou 4 shorts qui sont publiables, et c'est très 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 impressionnant. Donc j'invite les gens à tester. Comment s'appelle le logiciel? Opus Clip. Ok. Ils sont pas mal de concurrents, j'en ai essayé d'autres aussi qui marchent. Pas à 80%, moi il marche à 50%. Et, Riverside le fait aussi maintenant, mais c'est pas du tout au même niveau, je trouve. Donc il faut en essayer plusieurs et voir ce qui fonctionne le mieux. Est-ce que vous avez essayé, j'en ai un pour vous, dans le même genre, mais qui est flippant. Intelligence artificielle aussi, qui s'appelle GetMunch, M-U-N-C-H. Non. Qui te traduit tes vidéos dans la langue que tu veux. C'est-à-dire que tu parles et c'est ta voix. Et c'est ta voix qui parle allemand, anglais, espagnol, chinois, etc. On a essayé d'autres. Est-ce que t'as les lèvres? Ouais. Les lèvres qui sont synchronisées avec la langue. Presque toujours. Parce que aujourd'hui, il y en a d'autres. Je sais plus c'est quoi, comment ça s'appelle, Hayden ou quelque chose comme ça. On a vu d'autres où carrément, ça change ta bouche et ça vient synchroniser avec la langue traduite, et c'est incroyable. Et comment il s'appelle?
Je sais plus, je crois que c'est un truc comme Hayden, un truc comme ça, je sais plus. Ouais. Vas-y. Mais vous savez qu'on n'aura même pas le choix, c'est-à-dire que YouTube a annoncé la semaine dernière ça m'étonne pas. Qu'ils allaient par défaut le mettre sur toutes les vidéos. Alors ça va prendre un peu de temps pour se déployer, mais en gros, à partir de probablement l'année prochaine, tu pourras ouvrir n'importe quelle vidéo YouTube dans n'importe quelle langue et avoir le gars, donc par exemple tu ouvres une vidéo anglophone, tu as le gars qui parle en parfait français, avec l'accent français et pas l'accent québécois, et avec la bouche qui matche parfaitement les paroles. C'est-à-dire que ce sera presque difficile de réaliser que c'est une IA qui a fait le travail. Donc on va avoir MrBeast et compagnie qui vont venir concurrencer nos youtubeurs français. Je viens de vous envoyer la vidéo où je parle espagnol. Je sais pas si on peut l'intégrer l'intégrer, elle dure 30 secondes. Ouais. C'est vraiment ma voix. C'est vraiment ma voix, quoi. ¿Cuánto tiempo se necesita para que un silencio radio tenga efecto? Significa básicamente que si corto toda comunicación con mi ex, después de una semana habrá extrañanza? On l'avait fait par les Roumains, on a fait des tests. Parfait. C'était un Roumain parfait. On l'a fait vérifier par un vrai Roumain qui nous a confirmé que c'était bon. Et en plus, même, enfin, ce qui est vraiment fou, et ça, même en doublage traditionnel, c'est quelque chose qu'on fait pas, c'est que ça respecte ton intonation. L'IA arrive à voir si t'es dans un ton un peu ironique et arrive à recréer cette intonation dans la langue traduite, ce qui est absolument dingue, quoi. Je pense qu'il doit de temps en temps mal capter certains mots, ce qui fera probablement des choses marrantes au final dans les traductions. Et par exemple, sur la partie espagnole que je vous ai envoyée, il y a des phrases qui sont plus longues en français qu'en espagnol, ou l'inverse, des phrases qui sont plus longues en espagnol. Et du coup, on sent qu'il y a une espèce de petite galère parfois à synchroniser les lèvres, parce qu'il faut que l'extrait soit plus long pour que ça fonctionne. Des fois, l'IA accélère le débit pour que ça puisse pour que ça puisse, donc ça donne des choses assez rigolotes. C'était ton coup de cœur du coup, Antoine? Getmunch, ah oui, mais écoute, on était scotchés. C'est rare que la technologie te scotche, mais une fois par an ou deux. Moi j'ai eu ChatGPT, bien sûr, comme tout le monde l'an passé, et cette année ce sera Getmunch qui m'a scotché. Ouais. Félix, ton coup de cœur? Yes. Alors moi j'ai un double concept qui est de dire que il faut écouter des gens qui sont pas d'accord avec nous, premier truc, et deuxièmement c'est extrêmement bon d'avoir une démarche d'ethnologue, c'est-à-dire de vraiment regarder des gens qui sont différents de nous, qui sont marginaux, et de les regarder comme ça avec ses lunettes de l'ethnologue, comme s'il allait regarder une autre tribu, parce que ça permet de cultiver l'empathie et sortir soi-même du tribalisme, qui est de dire il y a moi, il y a les autres, etc. Et donc je me suis remis à lire un livre qui s'appelle Early Retirement Extreme, que j'avais lu, et je me souviens que j'avais pas forcément kiffé, parce que justement en termes d'idéologie, c'est l'idée, de chercher à vivre avec 700 € par mois et avec des revenus passifs, etc. Tu ne prends pas ta retraite, hein, Félix, là. Moi, je suis dans la merde. Mais dans ce livre, et en le relisant, j'ai retrouvé des idées qui étaient intéressantes, et notamment, il y a ce concept de l'homme de la Renaissance. L'homme de la Renaissance qui va cultiver des compétences qui sont assez éclectiques, par exemple du bricolage, etc. Et moi ça m'a permis de questionner. Et c'est vrai, quand tu es entrepreneur, que tu commences à gagner un peu d'argent, etc., tu as la tendance à vouloir, dans ton business, mais aussi des fois dans la vie perso, de vouloir tout déléguer, de commencer, de prendre une femme de ménage, de manger beaucoup plus au restaurant, etc. Et parfois c'est un peu une trappe à con. Surtout au restaurant, c'est difficile de garder une ligne, parce que souvent ils te foutent comment dire, pas mal de graisse, de sucre et de sel pour que tu puisses pour que tu reviennes chez eux, parce que c'est bon, tu vois. Et donc moi j'en ai retiré l'idée de cet homme de la Renaissance, déjà de refaire du ménage, apprendre à cuisiner, et voilà, de se bâtir ces compétences là, et pas être tomber dans le travers de finalement d'être une personne qui sait rien faire, qui est complètement assistée, et voilà.
C'est super important pour le moral. Moi, j'ai réappris à cuisiner. J'ai toujours considéré ça comme un truc à éliminer. Et il se trouve que dans mon couple, je suis le seul qui peut faire un plat potable. Du coup, j'ai pas eu trop le choix de me former là-dessus. Enfin, de me former. J'ai regardé quelques vidéos YouTube, j'ai appris à cuisiner dans des poêles en inox et tout. Et la satisfaction que t'as quand t'arrives à faire quelque chose de bon, et tu l'as fait toi-même avec tes mains et tout. Et tu dis, ok, je suis pas juste une machine à faire des pages de vente et des vidéos YouTube. Je développe d'autres compétences et c'est une satisfaction en fait qui est très importante. Donc c'est juste pour être heureux, hein. C'est même pas un truc forcément qui va t'apporter d'autres bénéfices que ça, mais bon, c'est aussi pour ça qu'on est là, quoi. Donc là en 25 jours à la maison, là enfin 27 jours à la maison de gens qui passent tous les jours et on cuisine tous les jours, hein. Je vois la capacité des gens à évoluer rapidement dans leur vie par le fait qu'ils soient capables ou pas, ou qu'ils aient l'envie ou pas de cuisiner. Une personne qui est propre, qui fait à peu près ce qui s'occupe que ce soit propre autour de lui, qui sera pas en bordel, qui va se savoir faire à manger. Même, tu sais quoi, aller au marché chercher ses bons produits. C'est pas du prosélytisme, hein. À tout niveau, à tout prix, à tous les prix. C'est une personne qui aura au moins cette culture de prendre soin d'elle et éventuellement soin des autres aussi en cuisinant par exemple. Sera une personne qui sera beaucoup plus facilement capable d'évoluer et d'être heureuse dans sa vie. Ouais. Nous, avec Antoine, on a été rencontrer un entrepreneur en Roumanie qui nous a reçus, qui avait cuisiné, etc., qui nous avait vraiment très bien reçus et être capable d'être vecteur d'expérience pour les autres comme ça, c'est quand même extrêmement positif, tu vois. Plutôt que simplement rencontrer ses amis au restaurant, etc. Donc voilà. Antoine, on mettra les liens vers ce que tu fais en description. Il y a la fiche coup de cœur à télécharger pour ceux qui veulent récupérer ses coups de cœur, plus tous les invités avant. Merci beaucoup d'être venu. C'était cool, c'était super intéressant, même si on est un peu parti dans tous les sens. Le mec qui est pas au potentiel dans cette interview, il décède. Je pense qu'il est pas arrivé jusqu'à Écureuil. Il est pas arrivé jusqu'à Écureuil, c'est sûr et certain. Est-ce que ceux qui sont arrivés jusqu'au bout du bout peuvent écrire Écureuil rouge? Déjà pour mettre en PLS ceux qui ont écrit que Écureuil, ils vont pas comprendre le concept. Écureuil rouge. Si vous avez écrit Écureuil rouge, vous êtes au potentiel, c'est une évidence. Sinon c'est insupportable à suivre. Putain, t'es technique pour augmenter le taux de rétention, Antoine. Je vais t'embaucher à plein temps là. Le talent, bien évidemment. Allez, salut à tous. Salut à tous, bye. J'espère que cette émission t'a plu et avant de te laisser, un dernier appel. C'est le moment de télécharger la fiche qui rassemble tous les coups de cœur qui ont été partagés par les invités avec les liens. Elle contient déjà des dizaines de ressources précieuses et sera mise à jour à chaque nouvel épisode. Pour la recevoir, clique sur le premier lien en description ou rends-toi sur yumpodcast.com dans ton navigateur. Excellente journée et à la semaine prochaine.